Pour ce troisième podcast, nous recevons Mady Bellem. Acteur depuis plus de 10 ans, il passe par les cours Florent en 2010, où il intègre la classe libre sous la direction de Jean-Pierre Garnier. En 2012, il tourne dans son premier long métrage, 15 jours ailleurs, aux côtés de Didier Bourdon, et enchaîne avec un rôle dans le film Le Convoi de Frédéric Schonderfer et la série Le Baron Noir sur Canal+. Grâce à son rôle principal dans le film Tazeka, il obtient le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival du cinéma d'Agadir. Ayant toujours eu le rêve de jouer dans des productions américaines, il se retrouve en 2022 dans la série Liaison, aux côtés de Vincent Cassel et Eva Green. Artiste curieux et entrepreneur, Mady crée le Studio Bellem, une école à destination des acteurs dans laquelle il dispense des cours. Il est également l'auteur du roman La Langue Maudite, sorti en 2020, et s'essaye à la réalisation. Quelles ont été tes forces selon toi pour te démarquer et décrocher tes rôles au cinéma et à la télévision ? La persévérance, la passion, voilà, le désir, un désir ardent de réussir. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont mis des freins, qui t'ont empêché d'aller plus vite alors ? Qui m'ont empêché d'aller plus vite. Des fois, c'est juste de la malchance, quoi. Il y a une année où je passe le casting de L'Alchimiste, une adaptation de Paulo Coelho, qui est un roman qui est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Donc, budget 200 millions de dollars, Hollywood, voilà, produit par les plus grands producteurs. Je passe un rôle et tout ça. C'est tourné au Maroc et je suis pris. Et 2 semaines avant, le truc, il se casse la gueule. Et en même moment, j'écris un roman, mon premier roman, qui m'a pris 2 ans, au même moment. Et le truc, il sort... En fait, la date prévue, c'était en plein Covid. Donc, les librairies sont fermées et tout ça, et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui m'ont freiné un tout petit peu. C'est pour ça qu'il faut avoir les reins solides. C'est parce que c'est déjà difficile d'avoir un rôle, d'avoir un agent. Et après, on a passé toutes ces étapes et on a un très grand rôle dans un... c'est pas un très grand rôle, c'était un rôle, pas le rôle principal et tout, mais dans une très grande production. Eh ben là, le truc, il se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Ça entame, il faut juste ça entame le moral ? Un petit peu, mais moins qu'avant, parce que j'avais un petit peu de... Ouais, quand j'ai commencé, quand je sortais de l'école, quand j'avais pas un casting, c'était la crise totale. Je me sentais très, très mal. Quand je passais le casting, après, j'y pensais tout le temps. Et une fois que je l'ai pas, je suis très, très déçu. Enfin, donc, il faut apprendre à gérer ces émotions-là, sinon on se rend... on se fait de la peine. Oui, puis on se fatigue. On se fait de la peine, il faut pas. Qu'est-ce que tu as appris, toi, ou qu'est-ce que tu dis à tes élèves pour gérer cette frustration Il faut pas dépendre du désir des autres tout le temps. C'est pas une vie, quoi. Il faut prendre son destin en main. Et puis, pour moi, il y a ceux qui veulent ils veulent devenir acteurs. Que acteurs. Pas écrivain, pas réalisateur, pas metteur en scène, acteur. Je leur conseille de faire, s'ils veulent être acteurs au cinéma, ils doivent être au théâtre. Parce que le théâtre, c'est plus sécurisé. Donc, quand ils sont à l'école, il faut créer sa troupe, il faut monter des projets au théâtre pour faire ses cachets, pour s'exercer. Parce que le théâtre, ça prend du temps, les répétitions, 3 mois, 4 mois, après on est en représentation. Donc voilà, parce que les tournages, quand on est acteur que dans le cinéma, là, on est frustré. C'est impossible de pas être frustré parce que même quand on a un premier rôle, on sait qu'on va tourner 20-25 jours. Et on va pas avoir 2 premiers rôles en début de sa carrière, tous les ans et tout ça. Donc, on travaille 25 jours et les jours après, on fait quoi ? Donc, il faut faire du théâtre. Sinon, il y a ma propre expérience, c'est que moi, j'ai fait ça pour le cinéma. Ben, en fait, il faut s'intéresser à l'écriture, il faut s'intéresser à la réalisation. Ben, c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs un roman. C'était un moment où je tournais pas et du coup, pour être moins frustré, ben, je me suis dit, tiens, je peux écrire ça, je peux développer ça, je peux lire ça. Donc, en fait, je fais tous les moyens. En fait, je mets toutes mes chances de mon côté pour rester en fait dans ce métier et pas être frustré, oui. Donc il faut créer soi-même en fait.
Et mais ça me fait penser aussi que tu es passé à la réalisation, enfin tu as réalisé un film. Enfin, j'ai réalisé un court-métrage l'année dernière, c'était ma première expérience, donc c'était un truc vraiment fait avec zéro budget. Donc pas de budget, et parce que je regardais sur Internet et je cherchais des conseils. Et en fait, tout simplement, les plus grands réalisateurs, ils disent si tu as envie de réaliser, tu prends une caméra, tu filmes et tu fais un montage et puis tu mets ton nom dessus, t'es réalisateur. Enfin, c'est ça être réalisateur en soi. Donc après, je cherche comment faire un film sans budget. J'ai appris qu'il y a des gens, des réalisateurs qui ont fait des films comme Soderbergh ou des choses comme ça, des films avec un téléphone. Même avec des iPhone 7. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Tangerine que vous pouvez voir. C'est fait avec un téléphone qui a gagné des prix et tout. Donc, il y a même des films sur Netflix qui ont été faits avec des téléphones. Donc, moi, en fait, j'ai acheté l'iPhone et puis j'ai contacté un chef opérateur avec qui je travaille. Il avait des lights. On a trouvé un mec pour le son et on l'a fait, quoi. Mais... je veux dire, ce court-métrage, je vois, il est plein d'imperfections, mais c'est très bien. C'est ça qui va me permettre de comprendre et d'évoluer. Donc, il faut prendre la caméra et faire, quoi. Il faut juste s'exercer, quoi. On va pas, réalisateur, alors c'est encore plus compliqué comme comédien, quoi. Il n'y a pas de règles, donc il faut faire, quoi. Et rencontrer des gens qui vont devenir après ta famille. Quand on dit la famille du cinéma, la grande famille du cinéma, elle n'existe pas. Mais moi, je crois aux petites familles. C'est-à-dire des familles qu'on crée. Et il y a une chose que je garde, c'est avant, en fait, je pensais en sortant de l'école, du coup, on rêve, on va tourner avec Keshish, Jacques Audiard et les plus grands noms. Et en fait, c'est ça l'erreur. Enfin, ça peut nous arriver de tourner avec des grands noms. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est pendant que vous êtes à l'école, c'est à ce moment-là qu'il faut rencontrer, en fait, les gens qui vont suivre ta vision et c'est à ce moment-là. En fait, il faut créer sa propre famille avec des gens de son âge. Voilà. Ah ouais. Et c'est comme ça que quand vous allez vous retrouver après 20 ans, quand vous aurez 40, 50 ans, vous serez pas probablement, mais espérons-le, le Keshish ou le Jacques Audiard ou ou ce que vous voulez, ou Dupontel. Ça veut dire parce que vous avez travaillé avec des gens de votre âge, de votre milieu. Vous n'avez pas cherché à tout de suite tourner avec les plus grands. C'est un écueil. Qui ont 30 ans d'expérience. Donc il faut créer le cinéma d'aujourd'hui, quoi. Un conseil, faites du sport. Voilà. Sinon, on devient fou. Parce que passer toute une journée dans son canapé et tout ça, à vouloir... Même quand on est créatif et on écrit et tout ça, il faut quelque chose pour s'aérer l'esprit, tout ça. Il faut pas trop ruminer des fois. Des fois, oui, mais on peut pas passer sa vie à attendre le coup de téléphone qui va faire que votre vie va changer. Enfin, il faut pas attendre. La chance, on dit que c'est un endroit où l'opportunité rencontre la préparation. Du coup, j'aimerais qu'on parle de ton roman. Comment tu t'es organisé pour l'écrire ? Est-ce que tu es déjà un grand lecteur ? Si oui, je sais pas, quelles sont tes influences ? Comment t'as abordé ? Parce que après, on peut se sentir légitime ou pas d'attaquer, de partir vers l'écriture, ce qui est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Il faut peut-être s'astreindre à un rythme, à une rigueur. Comment tu as abordé cette nouvelle, je sais pas comment on peut dire, compétence, quoi, nouvelle... Ouais, alors moi, mon papa, paix à son âme, était écrivain au Maroc. Ah. Et il écrivait en arabe. Donc, voilà. Donc, j'ai ça, quoi, en moi, quoi, parce que je l'entendais souvent parler de romans, d'écriture. Il avait un grand rêve de devenir un grand écrivain, mais il se plaignait d'une chose, c'est que l'arabe n'était pas beaucoup trop traduite en d'autres langues. C'est vrai que l'arabe a des difficultés à être traduite par rapport à l'espagnol ou ou le français. Et lui, il avait fait le choix de devenir écrivain en arabe.
Quant à d'autres, comme Tahar Benjelloun, qui est un grand écrivain marocain, et lui, il a fait le choix d'écrire en français. Du coup, c'est vrai qu'on est plus facilement exporté quand on écrit en français qu'en arabe. Donc, cette frustration-là, je l'ai... voilà, c'est la langue maudite, le roman, il parle de ça. C'est inspiré de ça. C'est une autofiction. Et c'est un enfant qui voit son père un peu se suicider parce qu'il écrit dans un pays où on ne lit plus. Et il veut... il souhaite mourir, quoi. Et l'enfant, il vient un petit peu au secours à ce père. Il lui dit, moi, quand je serai grand, j'irai dans un pays où la littérature n'est pas morte encore pour écrire sur toi, pour dire au monde que tu as existé. Donc, c'est ça un peu. Et justement, le voyage, c'est la moitié du roman se passe au Maroc et l'autre moitié en France. Et donc, c'est le narrateur qui devient écrivain. Tu l'as sorti de son vivant ? Non. C'était 2013, mon papa est décédé, et moi, je l'ai sorti en 2019. Du coup, Covid, mars 2019, je crois. Ouais, c'était ça. Je crois que je pouvais pas le... Ouais, c'est ça, c'est marrant, mais je crois que je pouvais pas le sortir de son vivant parce qu'il y a quelque chose... il y a le poids du père, et quand le père décède, justement... ça libère un peu. Ça libère un petit peu, ouais. Quoique, moi, à l'époque, j'écrivais des petits trucs et tout parce que j'étais au cours Florent, je rentrais l'été, il me disait, toi, un jour, tu vas devenir écrivain. Donc, il avait vu ça, mais voilà, ça s'est développé petit à petit. Avant, j'écrivais des petits trucs qui me plaisaient, puis qui me plaisaient plus, mais j'avais pas... J'aimais ça, mais il y a un moment où j'ai travaillé sur j'ai trouvé mon style d'écriture. Une fois que j'ai le style, c'est-à-dire l'oralité, c'est-à-dire essayer de ne pas ressembler à une autre personne, et voilà. Et en fait, c'est Louis Ferdinand Céline qui m'a libéré, en fait, je trouve. Ah ouais. Quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit, c'est qu'en fait, moi, je me faisais chier à écrire classique. Ouais. Donc, mais moi, parce qu'au Maroc, on étudie le français et on étudie des auteurs comme Flaubert, Victor Hugo et tout ça. Donc, je connaissais que le classique. Mais quand j'écrivais classique, je me disais, ça me fait chier, quoi. Et une fois que j'ai trouvé mon oralité, le rythme et tout ça, j'ai trouvé une liberté. C'est à ce moment-là que je m'amusais, en fait. C'est à ce moment-là que je suis devenu écrivain, si on peut dire. D'accord. Tu t'es auto-édité ou est-ce que tu as trouvé un éditeur ? Non, c'est les éditions Plomb qui ont édité le livre, ouais. Comment t'as fait ? Tu as envoyé le manuscrit comme ça ? Là encore, c'est une longue histoire. J'ai envoyé le manuscrit à quelques éditeurs. Je n'ai reçu que des refus. Ouais. Mais je pense que la moitié n'ont pas lu, en fait, le truc, parce que c'est les éditeurs, ils reçoivent beaucoup. Des fois, on n'a pas de réponse. Et en fait, c'est un agent d'écrivain qu'une amie a rencontré à une soirée. Et elle lui a dit, j'ai lu un roman et tout ça. Et cette amie était universitaire et tout. Donc, elle avait eu légitimité. Et lui dit, voilà. Et il lui a dit, tiens, ma carte visite, dites-lui de m'envoyer le roman. Donc, j'ai envoyé le roman. J'ai attendu pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. J'ai pas de réponse, j'ai impossible. Et moi, j'y croyais et tout. Et à un jour, je faisais le ménage. Et là, je vois cette carte visite encore. J'ai dit, c'est pas possible. Je vais l'appeler. Je l'appelle, monsieur Olivier Rubinstein, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai envoyé un roman et tout. Il s'appelle La Langue Maudite. Ah, il est sur mon bureau, je l'ai pas encore ouvert. Ouais, si, lisez-le. Là, il m'a appelé après 3 jours et après une semaine, il avait trouvé la maison d'édition. Oui, quand t'es recommandé, c'est pas pareil que quand tu envoies par la poste, quoi. Ah, bien sûr. Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est débloqué. Et voilà, ils ont aimé le roman et j'étais content. Après, j'ai raté le deuxième, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent. C'est que les échecs font partie de notre métier.
Et ben, deuxième truc, j'ai voulu écrire un truc sur le Covid, un truc un peu, un conte, un truc. Je me suis donné une tâche un peu difficile parce que je me suis dit, puisque le premier il est sorti pendant le Covid et que moi j'espérais qu'il marche beaucoup beaucoup plus, même s'il a bien marché, mais pas comme je l'espérais. Je me suis dit, tiens, en fait, c'est quoi les romans qui marchent? Donc, je lis Le Petit Prince, je lis des trucs comme ça. Et j'essaie, en fait, de créer une histoire pour rentrer dans des cases et tout ça, pour pouvoir un peu gagner ma vie avec l'écriture et tout, grâce à l'écriture et tout. Et là, en fait, j'ai complètement raté le truc. Il faut pas du tout s'y prendre d'une telle façon. Écrire, c'est pas ressembler. Écrire un film, c'est pas ressembler à Tarantino. Tu vas le rater. Donc, tu vas pas le faire comme lui, de toute façon. Donc, en fait, il faut avoir une propre voix, quelque chose à raconter, intime, qui est sincère. Donc, voilà, c'est ça l'art en général. Qu'est-ce qui a changé entre le Mady d'aujourd'hui et celui qui est sorti de l'école il y a plus de 10 ans? Je suis plus concentré peut-être sur l'essentiel. C'est-à-dire, je sais que pour y arriver, et c'est un travail de tous les jours. Et c'est pas un jour, on va passer le casting et on va être pris dans le film et puis on va devenir l'acteur que tout le monde s'arrache. C'est-à-dire, je fais ce deuil, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas que j'ai fait ce deuil, c'est quelque chose qui va arriver, je pense. Parce que j'y crois vraiment. Et quand on y croit vraiment, il y a... Le deuil sur le fait que ça se fasse en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, non. Ça peut se faire en un claquement de doigts. On voit ça. Les médias nous communiquent ça. Ils ont envie qu'on croie à ça. Mais c'est comme gagner au loto. Il y a tellement d'acteurs, tellement de trucs. Parce que c'est trop de paramètres. C'est pour ça que je dis le loto. C'est-à-dire, il faut avoir le bon casting. D'accord? Dans ce bon casting, il faut avoir le bon rôle. Donc, premier rôle ou un rôle très important. Dans ce rôle-là, il faut être pris parmi plein d'autres comédiens. Donc, voilà, on est pris. Et après, quand on tourne, il faut que le film marche. Il faut que le réalisateur soit bon. Et il faut que le réalisateur soit bien. Et une fois que le film marche, après, il faut aussi que tu sois invité dans les médias. Et il faut que le film marche. Donc, c'est tellement de paramètres. Pour qu'un film marche, les films qui marchent en France, qui font des millions d'entrées, il n'y en a pas beaucoup. Mais il ne faut pas s'arrêter, en fait. Il faut tout le temps être en mouvement. Et puis, il y a un truc super. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au scénario, à écrire et tout, et même quand j'ai commencé à donner des cours au studio Belém, je suis meilleur comédien que ce que je l'étais avant. Parce que comédien, c'est pas on attend le coup de téléphone et puis on va être prêt pour un rôle. Il faut regarder, et quand on est en mouvement, on apprend. C'est-à-dire moi maintenant, si on me propose un scénario, je sais le décortiquer, voir le personnage, les détails, les trucs. Donc je le lis différemment. Donc tu as fondé ton propre studio qui propose une formation professionnelle aux acteurs. Et qu'est-ce qui représente pour toi ce studio? Mon bébé. Qu'est-ce qui représente? Alors, j'étais prof, j'ai fait ça une année dans une école. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à transmettre, en fait. Et il faut savoir aussi que le métier d'acteur dans le cinéma ou créateur, écrivain et tout ça, c'est un métier solitaire. Donc, c'est quelque chose qui me permet d'être toujours en relation avec le monde extérieur et avec les jeunes d'aujourd'hui, quoi, de 20 ans et tout ça. Parce que je suis pas vieux, mais j'ai plus 20 ans, quoi. Donc, c'est un moment aussi de créativité. Donc, ça me permet 3 fois par semaine d'être avec des gens et de créer, de les diriger et tout ça. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a un projet en fin d'année. Un projet professionnel. Là, on est en écriture. Et qu'on va filmer avec une équipe professionnelle et pour justement permettre aux comédiens d'avoir des images après. Mais mon objectif, ce n'est pas que d'avoir des images, parce que ça, ils vont avoir des images, mais c'est justement d'avoir un impact réel en sortant ce projet. Donc,
Et aussi, on invite des gens, on fait des masterclass, on a invité l'acteur Toufik Jalab, on a invité Peter Tournier, on a invité Philippe Landoussi qui était mon prof et tout. Là, il y a une masterclass qui va être le 20 avril et le 4 mai avec la directrice de casting Annette Trumel. Donc, vous pouvez nous suivre sur Insta Studio Belém Paris et vous pouvez vous inscrire à cette masterclass. Donc, c'est une très grande directrice de casting. Donc, j'organise des événements pour vraiment être dans le concret, voilà. Quel conseil tu donnerais à un acteur ou une actrice qui veut se donner à son métier corps et âme ? D'y penser tous les jours et de travailler, de progresser, de lire, parce que être acteur, tu vois, la pulsion parce que ça fait plus appel, l'acting, c'est plus organique que cérébral. Quand on fait, entre action et coupé, c'est organique. Avant, c'est la préparation en amont, c'est cérébral. On pense le rôle et tout ça. Donc la question c'était quel conseil tu donnerais ? D'accord, voilà. Du coup, c'est lire et regarder des films et tout, parce que justement, puisque c'est organique, du coup, c'est l'imagination qui te dit, qui vient te susurrer un peu ce qu'il faut faire. Mais c'est en même pas une seconde, quoi, qu'on a une pulsion créatrice. Donc, pour ça, il faut se nourrir. On peut pas créer à partir de rien. Donc, il faut lire, il faut comprendre les sentiments humains. Après, il faut entraîner son corps aussi, parce que notre corps, c'est notre propre instrument. Donc, voilà, il y en a qui font du sport, il y en a qui font de la méditation. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc, voilà, pour être prêt. Bon, merci Madi. Merci beaucoup. De rien. Cet entretien est disponible sur de nombreuses plateformes d'écoute. Vous trouverez tout un tas de liens en description. Pour suivre nos travaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram.